Vous hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions? Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul. Je suis Ronnie Abessidan, doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec thèse, antithèse, synthèse, la thèse scientifique n'aura plus de secret pour vous. Il est temps de brancher vos écouteurs. L'épisode va bientôt démarrer. Bonne écoute. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder la thématique « Comment bien choisir ses encadrants de thèse ?» Alors, si vous êtes en train de chercher une thèse actuellement, probablement que vous êtes plutôt préoccupé par le sujet de votre thèse, mais en fait, la question des encadrants de thèse est très importante aussi à considérer, voire plus importante que le sujet en lui-même, on verra ça dans l'épisode. Et il se trouve qu'en fait, dans tous les autres épisodes de ce podcast, il y a toujours eu un invité qui a systématiquement parlé de la nécessité de correctement choisir ses encadrants par rapport à l'expérience qu'on pourrait avoir ensuite pendant les 300 thèses. Donc c'est pourquoi ça me paraît logique aujourd'hui de faire un épisode dédié à cette thématique. Et donc voilà, aujourd'hui nous y sommes et nous avons avec nous la chance d'avoir 3 super invités qui vont se présenter en fait tour à tour comme on a l'habitude dans ce podcast. Donc je propose par exemple qu'on commence par Mathieu. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bonjour à tous. Donc, merci pour cette invitation. Donc, je suis Mathieu Giraud. Je suis chercheur au CNRS dans le laboratoire d'informatique Cristal de l'Université de Lille. Donc j'ai 43 ans, moi ça fait un peu plus de 15 ans que je suis ici au laboratoire d'informatique. Mes sujets de recherche c'était d'abord la bioinformatique, l'analyse des séquences ADN, c'est ce que je faisais durant ma thèse et que j'ai continué à faire durant quelques années, que je fais toujours un petit peu en partie ici à Lille. Et progressivement au cours des années, j'ai développé une nouvelle activité et maintenant je suis responsable de l'équipe d'informatique musicale Algomus. On est une dizaine de personnes, surtout à Lille, mais aussi avec des collègues à Amiens, à Rouen avec lesquels on travaille. Et donc on fait de l'analyse musicale, de la génération musicale. On se pose toutes ces questions de musique et informatique. Et donc pour le sujet du jour, moi j'ai déjà encadré 5 doctorantes et doctorants, 3 qui sont en cours. Et je ne sais pas si je suis un bon encadrant ou pas. On en parlera pendant la suite de l'émission, mais on va essayer un peu d'échanger sur tous ces sujets. Voilà, maintenant on pourrait présenter par exemple Erika. Oui, alors je suis Erika Dupont, je suis docteure en histoire de l'art contemporain. J'ai soutenu ma thèse il y a 3 ans à l'Université de Lille et j'ai créé l'année dernière, ça fait un peu plus maintenant, ça fait 1 an et demi, l'agence conseil aux jeunes chercheurs. Donc au quotidien, j'aide des doctorants à gérer les difficultés qu'ils rencontrent et j'aide aussi des masters ou des professionnels à s'inscrire en doctorat, donc à monter le projet doctoral et justement à recruter, à choisir son directeur de thèse. Très bien, et maintenant on peut passer du coup au dernier invité, Arthur. Bonjour à tous, moi je m'appelle Arthur Strauss, j'ai 25 ans, je suis actuellement doctorant en informatique quantique à Singapour. Je suis parti l'année dernière, donc ça fait exactement 1 an que je suis parti à Singapour pour démarrer ma thèse. Avant ça, j'ai étudié en Suisse, puis travaillé un petit peu en Israël, et ça fait quelques années que je me concentre vraiment sur ce domaine qui est encore un peu connu du grand public, mais qui, je l'espère, va continuer à prendre du galon dans les prochaines années, et surtout sur la scène française. Ça commence à prendre de l'importance ces temps-ci. Donc l'informatique quantique, très très brièvement, ça consiste en l'utilisation de la physique quantique, donc de la description de l'infiniment petit, pour construire une nouvelle génération d'ordinateurs ou de processeurs qui, on l'espère, permettront de résoudre des problèmes réputés quasiment insolubles avec nos moyens informatiques actuels. Et donc moi, je travaille en fait plutôt à l'interface entre le hardware et le software. Voilà, ma thèse qui donc va durer encore 3 ans s'inscrit en fait dans cette optique-là. Ok, très bien. Merci à vous tous. Déjà, bon anniversaire de thèse, Arthur. Hein. Merci. De rien. Et du coup, j'aurais commencé l'épisode avec toi. Donc, apparemment, tu as récemment changé de superviseur de thèse. Tu n'as peut-être pas eu une très bonne expérience avec ton superviseur de thèse donc pendant ta première année de thèse. Est-ce que tu pourrais nous témoigner un peu de ton expérience justement par rapport à l'encadrement que tu as pu avoir dans le cadre de ta première année ? Absolument, oui. Donc, effectivement...
D'abord, merci Ronnie de m'avoir invité et d'avoir pensé à moi pour cet épisode. Oui, j'ai récemment changé de superviseur en fait après de longues réflexions. En fait, quand je suis arrivé l'année dernière, j'avais la particularité donc d'avoir un petit peu d'expérience déjà sur le sujet qui allait composer en fait le sujet de ma thèse et la spécificité était que j'arrivais avec mon propre projet. J'ai proposé en fait au superviseur qui lui avait donc une expertise sur une variété de domaines relié à ce que je faisais et je lui ai proposé en fait mon projet et de m'aider en fait à porter ce projet, comment dire, et à le développer et aussi à faciliter les collaborations avec des gens que j'avais pu rencontrer dans le passé et évidemment pour qu'il m'aide à exploiter un petit peu tout son savoir et tout son réseau pour pouvoir continuer à l'exporter à Singapour, qui était évidemment un nouvel environnement pour moi. Sur cette base-là, il y a beaucoup de choses en fait que j'avais attendu de cette collaboration, qui évidemment au fil du temps, du fait de ma décision finale de changer, ne se sont pas passées comme prévu. Le fait étant que en fait, mon professeur n'a pas vraiment été présent dans cet encadrement-là. Il n'a pas vraiment montré un signe d'investissement dans le sujet en lui-même. Alors, est-ce que c'était parce qu'il n'était pas directement à l'origine du projet, ou est-ce que c'était parce qu'il y avait un manque de temps? Ça, c'est des choses que j'ai essayé d'élucider au fil du temps. Et puis, au fur et à mesure que la situation évoluait, je voyais il y avait un problème de communication parce qu'il était très peu disponible, et ça c'est quelque chose que j'ai cru comprendre était assez récurrent chez certains superviseurs. Et ce manque de disponibilité suite au fait que voilà, il y a des échéances qui arrivaient sur ma première année, je me suis posé la question de est-ce qu'il y aurait peut-être pas des encadrants qui seraient un peu plus habilités à encadrer mon projet spécifique, puisqu'évidemment pendant la première année j'ai pu apprendre pas mal de choses. Et c'est ainsi que voilà, dans la même université où je suis actuellement, j'ai trouvé en fait une autre professeure qui justement avait des centres d'intérêt et comment dire, un alignement plus particulier avec les sujets que j'ai développés pendant cette première année. Donc il y a eu aussi une évolution du projet qui a amené à donc plus de connaissances techniques et à plus cerner finalement quelque chose qui me permettrait d'avancer pour le reste de ma thèse. Donc voilà, tous ces éléments un petit peu en filigrane et cette réflexion qui a duré donc en fait qui a démarré, si je peux dire, en juin, après 6 mois de début de thèse, ça m'a effleuré l'esprit, et puis il y avait voilà des choses que je voulais élucider et que j'ai finalement décidé d'agir et donc je commence cette nouvelle année avec une autre professeure. Ok, donc c'est très intéressant ce que tu nous dis là. Donc en fait, tu étais un peu tout seul pendant cette première année en quelque sorte. Mais quel genre d'investissement tu attendais de la part de ton encadrant en fait, exactement? Voilà, alors c'est une très bonne question parce qu'en fait, de prime abord, quand moi j'ai rejoint le groupe, je savais que ce professeur n'était pas impliqué de manière proche avec ses étudiants dans la recherche. En fait, son style, c'est plutôt en fait de faciliter la collaboration entre les chercheurs et en fait de faire bénéficier de son expérience et de son réseau. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faciliter la collaboration entre étudiants du groupe qui ont une expertise relative à différents niveaux d'expérience, et aussi faciliter la collaboration avec d'autres groupes externes, que ce soit des groupes de recherche. Et dans son cas, et c'était un petit peu ce qui était promis de manière sous-jacente, c'était des collaborations avec l'industrie, parce que j'étais très porté sur les collaborations dans les applications de l'informatique quantique. Et donc, j'avais très vite identifié ce potentiel-là. Et donc, quand je suis arrivé à Singapour, en fait, il était établi que voilà, mon projet serait porté sur des applications et que donc on pourrait faciliter des collaborations. Et là où j'attendais en fait mon professeur, c'était justement de pouvoir commencer à être le vecteur finalement de cette de cette exploration de possibilités avec l'extérieur. Et en fait, quand je me suis rendu compte que au fur et à mesure, moi je lui évidemment fournissais en fait toujours plus de matériel théorique ou pratique que je pouvais implémenter, donc je lui ai parlé un petit peu des détails du projet. J'attendais de lui en fait qu'il puisse me donner des ressources complémentaires ou des gens à qui m'adresser pour pouvoir continuer à développer, expérimenter. Et c'est là où en fait ça s'est compliqué, c'est que moi j'ai emprunté une trajectoire qui se spécialisait de plus en plus. Lui n'étant pas directement rattaché au projet, il n'a pas vraiment daigné m'accorder en fait
la nécessité finalement d'établir des collaborations suffisamment rapidement, ce qui fait que pendant un moment je me suis senti un petit peu flottant, car je me retrouvais en fait tout seul, et les étudiants de mon groupe ne se spécialisant pas exactement dans la même chose non plus, il y avait un moment où la conversation tournait un petit peu court sur les sujets techniques, et c'est là où je me suis dit, mais je lui ai partagé à de nombreuses reprises, 3-4 fois, que voilà, il me faudrait ceci, et c'était toujours une perspective de on verra. Donc ça va arriver, ne t'inquiète pas, d'abord on a ceci, d'abord on a cela, et puis ensuite tu verras que ça va aller mieux, mais d'abord il faut ceci. Alors le truc c'est que au fur et à mesure que je délivrais justement ce qui était requis, c'était toujours une étape supplémentaire ou une date limite, ou que c'était pas le bon moment. Et je me suis dit oui, mais où ça va? Et alors du coup, après avoir recueilli des expériences aussi d'autres étudiants, qui apparemment c'était un style aussi un petit peu récurrent sur cette attente, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie de faire pour les 3 autres années, alors qu'en réalité, entre-temps, grâce à mes discussions personnelles, j'ai réalisé qu'il y avait une autre professeure qui, elle, justement, était directement concernée par les sujets que je m'apprêtais à traiter. Donc c'est comme ça qu'en fait ça s'est fait, cette non-réponse aux attentes que j'avais finalement sur ce, justement, malgré la distance par rapport au projet, mais sur les aspects collaboratifs que j'avais anticipés ne se sont pas produits. C'est voilà là où je me suis dit, il faut peut-être essayer d'avoir quelqu'un qui est un peu plus proche du projet, quitte à peut-être moins être ouvert sur l'extérieur, mais au moins au jour le jour avoir un petit peu plus peut-être d'accroche et de soutien sur la thèse. Ok, c'est très clair. Donc on voit pourquoi tu as changé de superviseur. Et d'ailleurs, est-ce que c'était facile pour toi de changer de superviseur comme ça à l'étranger? Non, alors la démarche administrative, oui. En réalité, ça, je mets un point d'orgue là-dessus, c'est que c'est une fois que j'ai pris le pas d'en parler autour de moi, et je pense que ça c'était ma chance entre guillemets, c'est que j'avais des gens à qui parler, parce que globalement cette année a été aussi riche en rencontres, que ce soit en termes d'étudiants, d'autres groupes et aussi d'autres professeurs, et donc ça a joué un grand rôle. Donc une fois que j'ai entrepris la décision de changer, ou en tout cas d'entamer des discussions pour changer de superviseur, ça s'est extrêmement bien passé. Donc je me suis entretenu avec les instances administratives de mon université, un professeur référent. Donc dans mon université, en fait, on a 2 professeurs référents qui apportent leur soutien en fait dans la thèse. C'est une sorte de comité, et je me suis entretenu avec une des 2 personnes formant ce comité. Donc voilà, je lui ai partagé en fait mes incertitudes, les soucis que j'avais, et cette personne s'est montrée extrêmement compréhensive à mon égard, et justement en fait m'a encouragé et m'a incité donc à agir en fait sur la démarche. Et donc à partir de ce moment-là, vraiment j'ai senti qu'il y avait un flow, une opportunité qui s'offrait pour moi. Et donc le plus dur à mon avis, ça a été évidemment la prise de décision, qui s'est faite je pense au bon moment, c'est-à-dire que j'avais suffisamment d'éléments qui me permettaient de confirmer que c'était le bon moment pour changer. Vu que c'était que uniquement ma première année, il était aussi envisageable pour moi, voilà, de changer sans avoir trop à adapter, parce que c'était quand même le début de la thèse, proportionnellement. Et alors ici à Singapour, c'est censé être une thèse de 4 ans. Donc voilà, donc tous ces éléments de cette conjoncture m'a permis d'avoir une transition extrêmement facile en réalité. Ok, très bien. Alors merci beaucoup pour ce témoignage. On reviendra vers toi après pour d'autres sujets. Donc maintenant, j'aimerais me tourner vers Erika. Donc Erika, là, on vient d'entendre le témoignage d'Arthur, mais je pense que toi, qui as l'occasion du coup d'être au quotidien avec des doctorants, tu as dû recevoir une tonne de témoignages de ce genre-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Une tonne, comment te dire? Ouais, c'est vraiment mon quotidien. C'est l'une des difficultés les plus courantes en fait que les doctorants rencontrent en France. Et justement, je m'interrogeais en écoutant Arthur parler de la façon dont l'école doctorale a géré. J'ai l'impression que ça a été vraiment très facile. Et du coup, t'es pas inscrit en France en fait. T'es inscrit là-bas ou c'est une co-tutelle Non, je suis complètement affilié à Singapour. J'ai pas d'affiliation française. Ouais. Je crois que, je vais peut-être m'avancer, mais je crois qu'en France, ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué, ça aurait été plus long, et tu disais tout à l'heure en off que ça s'était bien passé avec ton directeur, qu'il avait pas trop mal pris, etc. Et je crois vraiment que en France, il y a des problèmes de susceptibilité. En tout cas, en sciences humaines et sociales, c'est pas toujours évident. Et voilà. En tout cas, pour te répondre, effectivement, il y a beaucoup de cas et c'est pas une majorité non plus, hein. Il y a plein de directeurs qui sont exceptionnels et on le dit pas assez. Et moi, je le vois aussi au quotidien parce que je monte des projets avec des étudiants ou des professionnels qui rencontrent des potentiels directeurs. Et je suis souvent étonnée de voir à quel point
ces professeurs sont compétents, sont vraiment enthousiastes, ils vont chercher des offres de financement, ils vont vraiment faire une veille, ils vont soutenir les projets en fait. Donc c'est pas non plus, il faut pas dire que tous les directeurs posent problème, mais c'est vrai que il y a quelques cas et souvent ils sont très connus en fait dans les écoles doctorales et dans les laboratoires et c'est ça qui est dur en fait, c'est que tout le monde le sait, mais on n'arrive pas à changer quoi que ce soit en fait. Et du coup, tu aurais des exemples qui prouveraient que l'encadrement pose problème? Parce que là, Arthur nous dit qu'il était tout seul, mais il y a peut-être d'autres choses, je sais pas. Je veux dire par là, est-ce que tu vois, là, on a l'exemple de Arthur qui dit qu'il n'était pas suffisamment encadré, mais peut-être Ah que oui, d'accord. il y a des personnes qui sont Ouais. suffisamment encadrées, mais ils ont d'autres problèmes en fait. Ah ouais, c'est ça, c'est beaucoup de directions absentes, hein. Ça, c'est très courant. C'est des directeurs qui vont être toujours évasifs, des directeurs qui vont oublier de répondre aux mails, ou alors qui vont y répondre à moitié, ou moins que ça. On envoie souvent des rapports d'avancement entre guillemets par mail parce qu'on va pas toujours solliciter des rencontres et finalement on a très peu de feedback. C'est 3 lignes qui arrivent par mail au bout de 3 semaines et on n'avance pas. Il y a des problèmes pires, hein. Il y a des vraies dérives, hein. Là, on est sur des cas un peu plus particuliers, mais des directeurs qui sont particulièrement désagréables, cassants, insultants, infantilisants. Enfin, il y a des cas quand même graves, vraiment graves. Ok. Et il n'y a pas d'issue, en fait, pour ces cas-là, c'est très compliqué. Ok, il y a des cas extrêmes. Bon, Ouais. du coup, voilà, on voit vraiment l'importance de se renseigner sur l'équipe doctorante quand on s'engage dans une thèse. Mais du coup, ce qui est compliqué, c'est que si jamais on cherche une thèse comme ça sur Internet et qu'on a quelques entretiens avec l'équipe, c'est pas forcément évident de tout de suite comprendre si l'équipe va fitter avec nous, en fait. Est-ce que tu aurais des conseils pour essayer de repérer des sortes de red flags qui montreraient qu'en fait, il faudrait peut-être se poser des questions par rapport aux encadrants? Alors là, tu parles d'un cas où c'est vous, en fait, en sciences dures, sciences appliquées, si on peut dire, souvent vous cherchez des offres de thèse et l'équipe encadrante est déjà incluse, entre guillemets, dans le projet. C'est elle qui monte le projet et ensuite le doctorant est recruté. En sciences humaines et sociales, c'est souvent très différent. Les doctorants montent leur projet eux-mêmes parce qu'il n'y a pas d'offres, ou en tout cas, il y en a beaucoup moins et donc il y a des recherches de financement, de directeurs qui se font d'une autre façon. En tout cas, pour ce qui est des red flags, c'est clair qu'on peut pas les repérer au premier coup d'œil en lisant l'offre, ça c'est non, jamais. Ce que je peux conseiller, c'est quand même de se renseigner sur les personnes en contactant les doctorants qui ont été encadrés par ces personnes-là. C'est assez facile. Il suffit d'aller sur le site thèse.fr, vous tapez le nom du directeur, vous voyez un peu avec qui il a travaillé, on voit les thèses qu'il a encadrées, donc le nom des jeunes chercheurs qui ont travaillé sous sa direction. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est quand même assez facile d'aller en contacter au moins un ou deux, histoire d'aller poser des petites questions en privé sans que personne ne sache. Et ça, c'est à mon avis une démarche simple et beaucoup trop négligée. Je pense que beaucoup de doctorants se mordent les doigts de ne pas l'avoir fait. Vraiment, je pense que c'est la chose la plus simple qu'on puisse faire pour éviter les problèmes par la suite, en fait. Après, il faut, comment dire, je pense qu'il faut aussi savoir soi-même quelle est notre façon de travailler. Moi, par exemple, j'ai pas eu de conflit avec mon directeur, même si par moments j'ai senti un peu trop d'absence, mais j'aimais bien travailler comme ça. J'étais hyper autonome, j'étais salariée à côté pendant les premières années, donc ça me dérangeait pas qu'il soit distant et je préférais ça plutôt qu'il me demande des points toutes les semaines qui auraient été hyper contraignants pour moi. Donc je pense qu'il faut aussi prendre de la distance parfois par rapport à des retours qu'on peut avoir. Attention, il est absent, d'accord, mais moi, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va être sur moi tout le temps? Voilà, c'est bête, mais aussi se demander de quoi on a besoin, soit comment on travaille, et ensuite voir comment ça peut fonctionner. Et puis évidemment, ce que je conseille toujours, c'est de poser des questions pendant les entretiens. Souvent, quand on est candidat, on n'est pas en posture, on oublie en fait de poser des questions, on oublie de dire bah voilà, on a parlé du sujet, on a parlé de plein de choses. Maintenant, j'aimerais bien savoir comment vous travaillez avec vos doctorants. En fait, simplement poser la question pendant les entretiens préliminaires, savoir voilà, est-ce qu'il y a des points souvent, est-ce que vous êtes est-ce que d'après vous, vous pourrez éventuellement me trouver un financement, est-ce que vous saurez m'aiguiller sur tel ou tel aspect du projet. C'est des choses, je pense que les doctorants, on manque beaucoup de confiance en eux au départ. Ils sont très intimidés par les chercheurs. Ça, c'est vraiment très courant. En tout cas, moi, dans mon quotidien, j'ai vraiment des personnes qui ont peur de contacter les chercheurs déjà par mail. Donc, les entretiens, c'est très stressant pour eux.
Et voilà, j'essaie de les mettre en condition comme s'ils allaient à un entretien d'embauche et il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il faut savoir aussi poser des questions et prendre ça au sérieux surtout. C'est, comme tu disais au début, les doctorants souvent sont plus portés sur l'inscription, le sujet, mais le directeur, en fait, ça passe à la trappe et ça nous rattrape très vite, en fait. Le directeur ou les encadrants, parce qu'il peut en avoir plusieurs en fait. Il y a pas Aussi, bien sûr. Et les directrices. Et la directrice, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, là, ce que tu nous dis aussi, c'est que voilà, clairement, on a une certaine personnalité. Et du coup, quand on recherche une thèse, on sait qu'on va s'engager pendant 3 ans avec une certaine équipe. Il faut juste vérifier que notre personnalité, elle est en cohérence avec un peu avec la personnalité des gens qui nous encadrent. C'est-à-dire, en fait, il faut quand même qu'on remarque que voilà, si on est autonome, et ben peut-être on peut aimer que, comme tu viens de le dire, ne pas avoir à faire de points régulièrement ou trop régulièrement. Alors que si on n'est pas autonome et qu'on aime bien être un peu encadré, on aimerait plutôt une personne qui soit un peu plus avec nous toutes les semaines, quoi. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Donc maintenant, je pense que je vais me tourner vers toi, Mathieu. Donc toi, tu as eu l'occasion déjà d'encadrer plusieurs thèses, et donc tu as dû observer déjà le fait de devoir s'adapter aux doctorants. Comment tu l'as vécu ça? Alors, ben merci, moi, tout à fait. Tout d'abord, quand j'entendais en fait les témoignages d'Arthur et d'Erika, ben, je me disais c'est peut-être bien de rappeler quel est le but de la thèse. Le projet de thèse, c'est d'avoir un sujet qui est autonome, qui est original, qui n'a pas été exploré avant, et que l'on explore d'abord par la bibliographie. Ça, tu en as parlé dans d'autres épisodes. Voilà, et ensuite on essaye d'avoir une proposition concrète. Alors après, ça dépend de chaque domaine, mais nous en informatique, il va y avoir du code. Dans nos domaines, ça peut être des expériences, et voilà. Et pour moi, la thèse, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage dans le sens où c'est un métier. On sait bien que la doctorante ou le doctorant est salarié de l'université et il est aussi étudiant. Et donc c'est un petit peu cette double appartenance, étudiant comme salarié, qu'on va un petit peu travailler. Alors pourquoi j'aime bien ce mot d'apprentissage? Comme on va dire un compagnon du Tour de France, qui va aller voir différentes personnes et qui va apprendre un petit peu son artisan, son métier. La doctorante, elle apprend son métier de lire, d'aller rencontrer d'autres chercheurs du domaine, de se poser des questions et d'avoir sa propre proposition. Et donc j'arrive en fait un petit peu à ta question, tu me disais à quel point on s'adapte. Nous avons nos propres, on va dire, compétences, on va dire, disciplinaires. Évidemment, je connais un petit peu plus en bioinformatique, en informatique musicale qu'une jeune qui arrive de 25 ans ou de 28 ans, voilà, qui a fait un master peut-être dans le sujet. Voilà, moi j'ai un petit peu plus d'expérience. Mais peut-être que la plus grande différence d'expérience que j'ai, c'est sur le domaine, mais c'est aussi sur le savoir-faire. Et la thèse, pour moi, c'est un moment où on apprend des connaissances, mais on apprend surtout un grand savoir-faire. Et donc pour moi, l'adaptation que j'ai envers chaque étudiante, envers chaque étudiant, c'est évidemment sur le sujet. On essaye de faire progresser la personne dans son sujet, mais c'est aussi sur les méthodes de travail et qui peuvent être complètement différentes suivant, on va dire, les acquis et qui sont aussi l'occasion de travailler, d'approfondir au cours de la thèse. Et ça me fait aussi penser d'ailleurs à pourquoi on fait une thèse. On fait une thèse pour faire avancer notre domaine, mais on le fait aussi pour acquérir ces méthodes. Et en tout cas, nous en informatique, mais c'est encore plus vrai dans d'autres disciplines, la majorité des futurs docteurs ne vont pas rester ensuite à l'université. Donc c'est bien avoir 3 ans ou un peu plus d'aventure intellectuelle pour alors se confronter à un problème difficile qui n'a jamais été traité avant, mais aussi pour acquérir des méthodes qui vont ensuite servir toute la vie, même si ce n'est plus sur un problème particulier. Très bien, mais du coup, par exemple, si tu remarques qu'une personne est plus autonome qu'une autre, est-ce que tu vas changer ta façon d'encadrer la personne? Alors cette question d'autonomie, peut-être qu'elle dépend aussi beaucoup des domaines. Alors nous, en informatique, alors ce qu'on pratique dans mon équipe, mais je sais que beaucoup d'équipes en informatique font, et puis aussi en physique, en chimie, des gens que je connais. Le doctorant fait vraiment partie d'une équipe. Donc nous, on a une vie d'équipe qui est très, on va dire, très s'intégrer entre, je sais pas, 8, 12, 15 personnes suivant les périodes de l'année, un petit peu plus au printemps parce qu'on a des stagiaires de master, voilà, aussi qui sont là. Et c'est-à-dire qu'en équipe, on a déjà 1 à 2 réunions par semaine
des réunions, on va dire plutôt de nouvelles administratives, mais des réunions aussi autour de groupes de lecture. Et chaque doctorant voit ses encadrants une fois par semaine, à peu près. Je veux dire, il y en a qui sont en créneau fixe, voilà. Donc j'entendais, c'est vrai qu'en SHS, il y a parfois des modalités de rendez-vous qui sont bien plus espacées. Donc nous, c'est vraiment une vie de laboratoire. Je veux dire, on vit tous au même endroit, et même aujourd'hui, s'il y a, on va dire, il peut y avoir certains jours de télétravail. Globalement, le lieu du travail, ça reste quand même le laboratoire où on se croise, où on peut aller manger ensemble. Donc on a quand même une certaine proximité, même si encore plus les différentes personnes permanentes ont d'autres activités qui peuvent être de l'enseignement, de l'administration. Moi, j'essaye de voir quand même les personnes dont je m'occupe une fois par semaine. Et puis aussi, nous sommes plusieurs encadrantes et encadrants. On a l'habitude, nous, dans l'équipe, qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est plus senior, qui a officiellement le droit d'encadrer, on va peut-être en parler de ce qu'il faut pour encadrer une thèse, et une chercheuse, un chercheur qui est plus junior dans l'équipe et qui aussi contribue à cela. Bah justement, je voulais te poser juste après la question de quel genre d'habilitation il faut avoir pour pouvoir diriger une thèse. Officiellement, en France, c'est ce qu'on appelle l'habilitation à diriger les recherches, l'HDR, qui est en fait un diplôme. C'est un diplôme donné par l'université qui est encore après la thèse. Et donc, en fait, on soutient un mémoire. Donc, typiquement, ces diplômes sont soutenus, on va dire, plutôt à 35, 40, 45 ans, suivant les personnes. Ce qui est un petit peu curieux, c'est que pour écrire ce mémoire, souvent, il faut montrer qu'on a déjà dirigé des recherches. Donc, souvent, il faut montrer qu'on co-encadre, qu'on a co-encadré des doctorantes et des doctorants, ou au moins une ou un doctorant qui a soutenu. Mais alors, ça dépend vraiment des équipes, hein, c'est-à-dire que les écoles doctorales, parfois, sont assez sensibles à la définition formelle de savoir qui est la directrice ou le directeur de thèse qui a l'HDR. Puis, éventuellement, il peut y avoir une co-encadrante ou un co-encadrant qui n'a pas l'HDR. Suivant les écoles doctorales, c'est plus ou moins indiqué. Alors après, il y a ce qui est, on va dire, formel. Nous, en tout cas, on a toujours considéré que les co-encadrantes et co-encadrants font partie intégrante de la direction, et même souvent, parfois, elles jouent un rôle plus important que la direction elle-même. Je veux dire, il y a des caricatures, c'est des équipes où, on va dire, il y a le vieux mâle blanc qui est prof et qui est l'HDR et qui encadre tout le monde, alors que sur le terrain, ce n'est pas lui qui le fait. Voilà. Évidemment, le but, c'est d'un peu sortir de ce schéma-là, et le fait d'associer, en tout cas chez nous, une personne un peu plus jeune et une personne un petit peu plus âgée dans la direction, c'est intéressant, puis ça permet aussi d'avoir deux voix, et puis voilà. Ouais, c'est intéressant parce qu'au moins ça prouve que pour pouvoir déjà encadrer des doctorants, il faut déjà avoir une expérience quand même dans l'encadrement de doctorants. Et je retrouve tout à fait ce que proposait Erika, c'est-à-dire que la première manière en fait de se renseigner sur ces encadrantes ou encadrants de thèse future, c'est tout simplement d'aller poser la question aux anciens encadrés. Et il y en a toujours, parce que voilà, c'est des personnes, en particulier issues des schémas de co-encadrement ou des gens qui étaient dans l'équipe. Et voilà, il peut y avoir des styles de direction évidemment qui sont très différentes. Mais dans les peut-être qu'aussi dans les points à surveiller, ou plutôt dans les points d'accompagnement, c'est que maintenant les écoles doctorales ont mis en place des procédures pour suivre au cours de la thèse. Donc il y a le comité de suivi de thèse qui est ici, en tout cas à Lille, ici, il est obligatoire au bout de la première année, et qui permet dans certains cas de lever les red flags s'il y a un souci. Mais plus généralement, il y a des dispositifs, il y a des médiateurs de thèse, donc il y a d'autres personnes avec qui parler. Donc à chaque fois, évidemment, c'est de pas rester, s'il y a moins de soucis avec son encadrant ou son encadrant, d'en parler à d'autres personnes, d'essayer un petit peu de déminer les choses. Tu m'as un peu court-circuité parce que j'allais dire tout à l'heure à Erika, mais comment on fait pour se renseigner si jamais le directeur n'a encadré aucun des thésards? Sauf que du coup, c'est pas possible puisqu'il a forcément co-encadré avant, en fait. Alors, il y aura peut-être toujours des cas un petit peu particuliers, mais en tout cas, il y a une équipe, il y a un laboratoire. Je veux dire, on peut demander, même si on ne trouve pas directement des étudiants encadrés, on peut demander au moins des gens qui sont dans le même laboratoire. Pareil, la pertinence, on va dire, des équipes de recherche, ça dépend beaucoup des domaines. Il y a des domaines où les chercheuses et chercheurs sont organisés en équipe, d'autres où c'est plutôt des individus qui recherchent dans des plus grands laboratoires. Ok, alors là, j'ai une nouvelle question pour toi. Pourquoi vouloir encadrer un doctorant? Quelles sont les motivations derrière ce choix? C'est une très bonne question.
Alors on pourrait penser, alors je sais pas si c'est une raison négative, mais on pourrait tout simplement, enfin, d'avoir de la force de travail. Et souvent je me suis dit mais c'est cela parce qu'on a envie nous de développer des projets de recherche et on avec nos propres moyens on est vite un petit peu limité, puis surtout quand on vieillit on fait souvent d'autres activités que de la recherche à 100%. Et une doctorante c'est quelqu'un qui travaille à 100% ou presque, parce qu'elle peut aussi avoir d'autres tâches sur son sujet de thèse. Et alors, quand je me faisais ces réflexions, c'était aussi un moment où je me faisais ces réflexions sur les financements, parce que on a déjà parlé des recherches de financement dans le podcast, mais à l'échelle, vue de l'autre côté, vue des équipes, vue des encadrants, c'est aussi compliqué d'avoir des financements. Et nous sommes quelque part souvent, enfin, on veut dire en compétition entre d'autres personnes du laboratoire qui veulent aussi avoir des bourses. Et voilà. Donc quelque part, c'est avoir des moyens pour enfin développer un sujet. Mais en fait, avec les années qui passent, je me suis rendu compte que oui, évidemment, on a envie d'avoir des personnes qui viennent développer les sujets et qui viennent alors soit comme Arthur directement avec leur sujet. Souvent, nous, effectivement, en informatique en tout cas, on a des sujets quand même qui sont déjà un petit peu balisés. Et même si évidemment le doctorant, la doctorante va amener sa personnalité, va amener sa propre voix, quand même le domaine est quand même déjà un petit peu indiqué. Mais au cours des années, en fait, je me suis rendu compte que non, c'est bien loin d'être que de la force de travail. C'est-à-dire que la dimension justement d'apprentissage, de transfert, pour moi, elle est vraiment prioritaire. Et encore une fois, c'est dire qu'est-ce qu'une thèse, qu'est-ce que le résultat de la thèse. Le résultat de la thèse, c'est un moment, ce sont des articles, c'est un manuscrit qu'on prend du temps à faire, c'est une soutenance. Alors tout cela, ça prend du temps à faire et on sait que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, pas qu'intellectuel mais aussi émotionnel. Mais le résultat, c'est aussi tout le savoir-faire accumulé. Et une fois que l'on voit cela, je me dis aussi que moi, mon rôle en tant que directeur de thèse, alors c'est évidemment d'accompagner, de guider des étudiants sur disciplinairement, mais sur le savoir-faire, on en a parlé. Et donc, quelque part, moi, la motivation que je peux mesurer aussi par rapport à la motivation passée, je veux dire le bonheur que j'ai eu d'avoir ces 5 thèses encadrées qui ont été soutenues, c'est de dire que c'est des anciennes étudiants, enfin, et qui étaient aussi d'ailleurs salariés de l'université, mais qui maintenant, on va dire, font d'autres choses et qui pour elles et qui pour eux sont toujours une période de leur vie qui était marquante pour le sujet qu'ils ont fait sur l'analyse de séquences d'ADN immunologique ou sur pour Tatiana ou pour Laurent sur la recherche de cadence dans les quatuors à cordes par méthode informatique, voilà. Mais derrière, c'est aussi tout un environnement, toute une découverte du milieu de la recherche et peut-être que cet aspect-là on va dire transmission du savoir-faire est aussi motivante pour moi en tant qu'encadrant. Très bien. Et est-ce que c'était facile pour toi d'encadrer 5 doctorants ? Alors, c'est fait progressivement. D'ailleurs, tu vois, je t'ai dit encadré, mais formellement, les 3 premiers, je n'étais pas directeur de thèse. Ma première thèse, c'était des collègues de l'équipe qui avaient l'HDR, qui était plus senior. Donc là, j'étais dans la position du junior, alors que les derniers, ceux qui sont actuellement, c'est moi qui suis le directeur officiel. Donc déjà, j'ai beaucoup appris en travaillant. Donc pour moi, c'était avec Hélène et Jean-Stéphane, qui étaient, on va dire, les un peu plus seniors quand c'était mes premiers encadrants. Et puis ensuite, on a aussi des formations, nous, en tant que voilà, pour les chercheuses, pour les chercheurs, et qui sont conseillés. Donc il y a très bonnes formations qui sont comment bien encadrer une thèse. Et derrière, en fait, souvent, ça vient sur voir quel est le projet de la personne qui fait la thèse, essayer de le soutenir. Voilà. Après, il y a la théorie et la pratique. Et je me suis rendu compte que sur la pratique, mais un peu comme dans toute peut-être situation de management, on n'aime pas trop ce mot en tant qu'universitaire, mais c'est aussi du management et c'est des ressources humaines. C'est de voir les points qui posent problème. Souvent, ce n'est pas la caractéristique de tel réseau de neurones qu'il va falloir programmer de telle ou telle manière. Ce qui peut poser problème, c'est le bien-être au travail, la manière dont on interagit. Donc, c'est ces points-là sur lesquels il faut veiller, même si évidemment notre rôle, il est d'abord, on va dire, scientifique. Merci beaucoup Mathieu pour tous ces témoignages, c'est hyper intéressant. Et maintenant, j'aimerais me retourner vers Erika pour aller un peu plus loin dans le raisonnement, parce que c'est tout à fait possible qu'on s'entende bien avec notre encadrant jusqu'à un certain moment, parce que l'encadrant, peut-être au bout d'un moment, peut-être qu'avant il était disponible, maintenant il est plus du tout parce qu'il a beaucoup plus de responsabilités, ou bien peut-être qu'il a perdu approche, on est tous humains, et à cause de ça, il
enfin l'encadrement peut en pâtir. Comment réagir dans ce genre de situation? Est-ce que tu pourrais nous en parler, Erika? J'ai connu ça personnellement, justement. Mon directeur a perdu sa femme la dernière année et je ne l'ai pas su. Et ça, c'est dommage. Je trouve que le laboratoire aurait peut-être dû m'informer d'une manière, enfin, j'en sais rien. Bref, je ne l'ai pas su. Et je l'ai su très tard et ça a expliqué beaucoup de choses aussi avec le recul. Donc, bien sûr, ça peut arriver. Les directeurs de thèse ont une vie, voilà, il se passe plein de choses et les doctorants sont pas forcément au courant. Je pense surtout que les doctorants, enfin, en fait, ce dont vous parlez, et j'écoute beaucoup ce que disait monsieur qui a encadré les thèses, chez vous, c'est vraiment différent par rapport à nous, en fait. En sciences humaines, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de doctorants qui sont sans financement, donc qui travaillent à côté, qui ont des jobs, qui sont dans des situations de précarité comment dire, qui les rendent vulnérables, je pense, plus vulnérables que s'ils étaient sous contrat de travail avec l'université. Donc il y a des dérives aussi qui viennent de là, et je pense que les doctorants ont peut-être des sensibilités qui sont, enfin je veux dire, on n'a pas le même rapport à la thèse quand on a un job à côté, quand on a des difficultés financières, etc. Forcément, voilà, il y a des moments où on peut avoir l'impression d'être complètement submergé, puis le directeur de thèse, il ne sait pas tout ça, il ne comprend pas forcément, lui il est là pour la thèse en fait, il n'est pas là pour gérer les problèmes annexes que peuvent rencontrer le doctorant. Donc c'est là qu'il y a, à mon avis, la part des choses à faire du côté du doctorant, c'est sûr. Je pense qu'il faut aussi essayer avant tout d'améliorer la communication plutôt que de se braquer ou d'aller au conflit, ça c'est évident. Je pense qu'un doctorant qui va au conflit a de fortes chances, malheureusement, que ça se retourne contre lui, c'est plutôt normal, enfin courant. Et maintenant, oui, je pense qu'il faut aussi savoir exprimer des besoins à ces directeurs de thèse, c'est-à-dire on pense souvent, je veux dire, j'ai des doctorants qui me disent mais je lui ai dit que j'avais tel problème, j'ai dit que j'avais tel problème et il a pas l'air de comprendre, il s'en fiche, mais en fait c'est pas qu'il s'en fiche, c'est juste il est très occupé certainement et à un moment il faut juste demander des solutions. Est-ce que vous pouvez m'aider sur tel point parce que je voudrais réussir à résoudre ce problème, mais le directeur ne va pas résoudre les problèmes si enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut essayer de solliciter, à mon avis, des choses précises et les directeurs de thèse n'ont pas toujours tous les torts et sauf cas exceptionnels de vraiment graves dérives auxquelles je peux être confrontée quand même au quotidien. Souvent, c'est des malentendus, je pense. Beaucoup de malentendus et de problèmes de communication au départ. Oui, donc voilà, quand on dit finalement que la thèse c'est comme un mariage, parfois, on a encore cette analogie avec la communication doctorant, encadrant, c'est hyper important. Carrément. Voilà. Et alors, peut-être que là, pour conclure, j'aimerais peut-être faire un tour avec tout le monde, des conseils que vous donnez du coup pour éviter de se retrouver dans une mauvaise situation avec ses encadrants, que ce soit donc essayer de remarquer avant ou après. Je sais pas, Arthur, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça? Je sais par exemple que par rapport à la culture de Singapour, tu as des choses à dire? Ouais, absolument. Alors, c'est très intéressant tout ce que j'ai écouté parce que il y a un phénomène et je pense qu'il se ressort encore plus avec la culture asiatique. Donc moi, en l'occurrence, dans mon groupe, j'étais le seul Européen. Ils étaient tous en fait asiatiques, la moitié singapouriens. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a, en tout cas dans cette culture-là, il y a une j'oserais pas dire comment dire de cette culture de prendre sur soi, mais en tout cas de pas faire étalage de ce qui peut tracasser. Et ça a été extrêmement en fait, je m'en suis rendu compte assez vite qu'il y avait des soucis que d'autres doctorants dans mon groupe pouvaient rencontrer et sur lesquels en fait ils avaient intériorisé ça comme étant quelque chose de normal. Et le truc c'est que c'est en discutant moi-même avec d'autres professeurs, d'autres groupes et d'autres étudiants d'autres groupes que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une autre facette aux choses. Et que ce n'est pas forcément que en rencontrant et en discutant justement avec les étudiants de mon propre groupe, et même d'ailleurs avant d'arriver dans le groupe, hein, donc on parlait au début de justement de s'entretenir avec les étudiants, c'est pas toujours évident quand on connaît pas les personnes et qu'on peut se rendre compte que voilà, il y en a qui sont plus sociables que d'autres et qui sont plus à même de déceler, c'est qu'il y a certaines situations qui sont problématiques. Et d'ailleurs c'est un peu ce que j'ai senti sur la fin, donc quand j'ai vraiment pris la décision de partir, les premières démarches que j'ai entamées,
c'était un petit peu justement d'explorer le ressenti des autres étudiants qui étaient avec moi dans mon groupe. Et c'est entre guillemets sur la base de ce ressenti-là aussi que je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors les solutions se trouveraient au cas par cas. C'est clair que chaque étudiant doit en fait confronter avec le professeur en fait une situation différente. Mais dans mon cas, quand j'ai identifié justement les opportunités qui s'offraient à moi, la première chose c'était d'en parler autour de moi. Et je pense que voilà, trouver une oreille attentive en fait qui saura écouter ça en dehors du groupe peut-être. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir une professeure qui faisait partie de mon comité qui était d'une grande aide, mais je pense que dans n'importe quelle structure universitaire ou l'administration, il doit être possible de trouver cette personne. Et le simple fait en fait de l'extérioriser peut déjà donner une idée de comment est-ce que je vais matérialiser une solution à ce problème. Donc vraiment cette communication, bien sûr qu'on peut essayer de faire la plus transparente possible avec le superviseur, c'est une chose, mais pour moi ce qui a été vraiment le déclencheur, c'est cette communication avec l'extérieur et vraiment essayer de sortir du prisme entre guillemets bilatéral et de se dire en fait qu'est-ce qui est quelle est la meilleure configuration pour moi. Et souvent, quand on voit qu'une seule configuration, c'est-à-dire est-ce que ça passe ou ça casse avec mon superviseur, si on est dans une configuration binaire, il y a très peu de chances qu'on puisse trouver une solution optimale. Alors que si on arrive en fait à explorer un petit peu plus ce qui nous entoure, c'est là qu'on peut peut-être essayer de trouver ou des solutions ou des compromis ou voilà quelque chose qui permet de faire qui donne des marges de manœuvre. Merci pour tous ces conseils, c'est vraiment hyper complémentaire à tout ce qu'on a dit. Est-ce que vous voulez réagir, Erika, Mathieu? Bon, peut-être moi c'était sur la communication, mais en fait Arthur, enfin tu l'as un petit peu dit, Erika aussi quoi. Donc la communication avec ses encadrantes et encadrants, mais la communication aussi à l'intérieur d'une même équipe, d'un même laboratoire. Et alors quand il y a les problèmes, oui, il faut chercher la communication, mais même avant tout problème, essayer de discuter. Et alors peut-être que je dis ça aussi parce qu'on a une certaine vie d'équipe, mais même quand on fait partie d'une équipe de recherche, se dire que le travail de recherche, c'est travailler parfois avec une personne, deux personnes, mais aussi plus généralement être en lien avec la communauté. Et le plus on peut avoir, je pense, d'interaction humaine, de pas rester, on va dire, seul dans son coin, alors que ce soit scientifiquement, mais aussi humainement, c'est quelque chose qui peut aider pour que les choses se passent bien. Donc ne pas avoir peur aller voir à côté. Scientifiquement comme humainement, pour même si quand ça se passe bien, profiter des conseils de sa direction de thèse, tout en profitant au maximum de l'encadrement plus généralement du laboratoire. Voilà. Très bien, très clair, merci, je confirme tout ça. Et du coup, Erika, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Non, je rejoins complètement Mathieu et Arthur. C'est vraiment la communication avec le directeur, mais aussi par ailleurs. En France, on a le comité de suivi de thèse à présent, donc c'est quelque chose qui est beaucoup trop perçu par les doctorants comme étant une contrainte supplémentaire. Moi, je pense que c'est des vraies personnes ressources qu'il faut essayer de choisir avec son directeur et pas laisser l'école doctorale ou le directeur choisir, en tout cas quand c'est possible. C'est important de pouvoir discuter, même aussi de se tourner vers l'école doctorale. Je sais que toutes ne sont pas au même niveau là-dessus, mais à Lille, par exemple, moi j'ai eu la chance d'avoir une équipe mais vraiment exceptionnelle à l'école doctorale. À chaque fois qu'on faisait remonter un problème, parce que j'étais représentant des doctorants, donc je faisais remonter des choses et l'école était vraiment hyper ouverte. Elle nous disait mais dites-nous quels sont les problèmes, dites-nous ce dont vous avez besoin, dites-nous si vous avez besoin d'une formation, on va la mettre en place. Enfin vraiment, elle agissait comme ça en synergie avec les doctorants et je crois que il faut pas hésiter en tant que doctorant, à se déplacer, à aller dans les écoles doctorales, aller voir les personnes qui sont là-bas, suivre des formations, même si c'est pas obligatoire, et essayer de participer à la vie du laboratoire et de l'école doctorale. Ça change tout, je pense. Ça rejoint du coup ce que disaient Mathieu et Arthur, vraiment sur le fait de communiquer avec un maximum de chercheurs, parce que sortir de cette relation binaire avec le directeur, c'est très très important. Oui, tout à fait. En fait, en doctorat, on a la chance de faire potentiellement beaucoup d'activités en plus de juste notre recherche. Donc ça, on en parlera certainement dans d'autres épisodes. Mais ouais, c'est super intéressant en tout cas cet échange. Merci à vous trois. Je trouve que vous avez vraiment apporté des informations complémentaires. Moi, je pense que je vous propose de conclure là-dessus. Je sais pas si, je suis pas sûr que vous voulez rajouter quelque chose. Non. Voilà. Donc, écoutez, on va se quitter du coup sur ces belles paroles d'Erika. Maintenant vous avez compris, je pense que se concentrer uniquement sur la recherche du sujet de thèse, c'est pas forcément une super idée. Il faut aussi regarder un peu ce qui se passe au niveau des encadrants. Et donc, du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Au revoir. Merci, René. Merci. Salut.
Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.